Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Mercedes EQA 350 4MATIC, la version 4 roues motrices à 2 moteurs du SUV compact électrique de la marque à l'étoile. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher la cloche. Nous avions déjà essayé la Mercedes EQA dans sa version 250, donc équipée d'un moteur à induction qui est une version traction, 2 roues motrices avant. Sur cette version 4MATIC, eh bien, on ajoute un moteur dans l'essieu arrière, moteur synchrone à aimant permanent, ce qui va permettre d'offrir 292 chevaux de puissance cumulée pour 520 Nm de couple. La batterie ne change pas, c'est toujours la même. Elle offre une capacité de 66,5 kWh net utile. Cette Mercedes EQA fait toujours 4,46 m de long pour 1,83 m de large et 1,62 m de haut. Donc c'est un des gabarits les plus compacts de la catégorie. Il n'y a que le Volvo XC40 Recharge qui est un peu plus court avec 4,43 m. Nous essayons ici un modèle en finition AMG Line. Nous bénéficions également d'une peinture métallisée rouge Patagonie à 1150 €. Vous pouvez voir ici les jantes AMG de 19 pouces à 750 €. Et nous avons également droit au toit ouvrant panoramique à 1450 €. Découvrons le coffre qui propose 370 litres de volume, comme la version traction. Alors c'est un petit volume dans la catégorie, vous voyez, c'est pas très haut, pas très large et pas très creusé derrière les passages de roues. On n'a pas de double fond, on a juste ce petit espace, vous voyez, très limité. Donc il faut mettre les câbles de chargement ici dans le coffre, puisqu'on n'a pas non plus de coffre sous le capot avant. En revanche, la banquette, vous voyez, se rabat en 3 parties. Donc c'est toujours ça de prix, mais c'est un des plus petits coffres de la catégorie. À l'arrière de l'EQA, l'espace aux jambes est généreux. Vous voyez, derrière ma position de conduite, j'ai de la marge. On a un petit tunnel central, donc ça permet d'exploiter la place du milieu, même si elle est un peu plus raide. On a assez de garde au toit, assez d'espace au coude. On peut même baisser ses vitres jusqu'en bas, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est pas mal pour mettre son coude à la portière. Petite prise USB-C avec un petit rangement au milieu. Bref, on est bien. Seul bémol, l'assise est vraiment très basse, près du plancher. Donc vous voyez, j'ai les genoux quand même assez relevés par rapport aux fessiers. Passons à l'avant. Aux places avant, cette version AMG Line bénéficie de sièges en cuir Alcantara, qui offre un assez bon maintien latéral, mais qui risque d'être un petit peu étroit pour les gabarits les plus généreux. Les réglages s'effectuent toujours sur les contre-portes chez Mercedes. Donc là, on a le droit à des réglages électriques avec mémoire de position. Même chose pour le passager, vous voyez. Une fois installé, la présentation est toujours aussi flatteuse chez Mercedes. Au niveau de la finition, c'est pas mal aussi, vous voyez, avec des matériaux rembourrés sur le dessus de la planche de bord, même sur le haut des contreportes, c'est légèrement rembourré. Les accoudoirs aussi. Ils ne sont pas très épais, on mérite d'être confortable. Donc finition correcte, seul petit bémol, vous voyez ici, on voit la carrosserie, et ça, sur un véhicule premium, moi, je n'apprécie pas trop. En matière d'ergonomie, c'est très bien pensé. On a voyé ces commandes au volant, ici à droite, qui vont permettre de contrôler tout ce qui est multimédia. À gauche, tout ce qui permet d'utiliser les aides à la conduite, le régulateur de vitesse. Là, les palettes au volant, qui vont permettre d'interagir sur le freinage régénératif. Le levier de changement de vitesse, enfin drive, marche arrière et neutre, puisqu'on n'a pas de vitesse sur un véhicule électrique. Un petit pavé tactile avec des raccourcis, en plus des raccourcis ici pour la climatisation, et un écran tactile qui est très réactif, avec, vous voyez, un affichage du GPS qui est fluide. Regardez les différents zooms, voilà. Vous voyez qu'on a aussi des points de charge qui sont indiqués. Alors, on peut bien évidemment coupler son téléphone en Bluetooth, c'est ce que j'ai fait. En revanche, si vous voulez profiter d'Apple CarPlay ou Android Auto, vous voyez, si vous voulez dupliquer votre téléphone, il faudra absolument utiliser le câble de recharge plus un adaptateur, puisqu'on n'a que des prises USB-C dans cette voiture. Ça, c'est quand même dommage. Autre petite critique, bien que je bénéficie du pack premium avec une clé main libre, celle-ci nécessite quand même d'appuyer sur Start pour démarrer et ensuite d'éteindre le véhicule avant de le quitter, ce qui n'est pas le cas sur les nouveaux SUV électriques concurrents. Le pack premium à 900 € intègre également le chargeur à induction situé ici avec un antidérapant.
On en profite pour regarder les rangements avec les porte-gobelets. L'accoudoir central, très profond, avec, vous voyez, de la moquette au fond et 2 prises USB-C ici. Une boîte à gants qui est pas immense, mais qui intègre un antidérapant également au fond. Et vous voyez les bacs de contre-porte, assez généreux. Allez, on démarre et on commence par une petite marche arrière. Alors vous avez entendu un petit bruit, c'est le frein à main électrique. Et là, vous voyez, sur l'écran, j'ai une vue du dessus, plus la caméra arrière, et on a une caméra devant aussi. Donc c'est impeccable pour manœuvrer, d'autant plus que ce EQA braque très bien. Enfin très bien. Pour un SUV électrique à 2 moteurs, s'entend, on est à 11,4 m de diamètre de braquage, donc ça braque plutôt court. Et en plus, on a un gabarit contenu, donc le véhicule se faufile facilement. Et là, vous voyez, avec le système MBUX, il m'indique qu'il faut que j'aille à gauche en m'affichant une vue réelle de la route avec la caméra avant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Hop, ça y est, la polo rouge est passée. Et je peux y aller. Très bien fait, ce GPS. Bonne lisibilité. Là-dessus s'ajoute l'affichage tête haute. C'est pas mal. On voit sa vitesse, on voit également le rappel du GPS et l'indication des panneaux de signalisation. Donc là, ça descend bien. Et donc, je vais pouvoir jouer des palettes au volant. Donc, vous voyez, je fais hop, un petit coup vers la gauche et je suis en moins. Donc là, j'ai davantage de frein moteur. Et si je fais plus, je me mets en D+, voire en auto. En auto, je suis en roue libre. Voilà. Et là, vous voyez, j'arrive au feu rouge. Donc, je vais me mettre en D-. Et alors, ça ne va pas jusqu'à l'arrêt, mais ça permet de bien ralentir sans user ses freins. Allez, on accélère au feu. Ça part tout de suite. On sent qu'on a quand même de la niaque, de la réactivité à l'accélérateur. Alors, on a plusieurs modes de conduite, bien sûr. Ici, avec le petit bouton, on passe de Eco à Confort, Sport ou Individual. Ça va intervenir sur la gestion de l'accélérateur, également sur le paramétrage de la direction assistée. En revanche, ça n'intervient pas sur les suspensions, parce que ce ne sont pas des suspensions pilotées. Nous avons des suspensions métalliques sur ce modèle. Elles vont s'adapter en fait en fonction de la vitesse du véhicule, mais elles ne sont pas connectées. Donc, quand on évolue à faible allure comme ça, moins de 50, l'amortissement est relativement confortable. La voiture est moins ferme que ses concurrentes, qu'un Tesla Model Y par exemple, ou qu'un Volvo XC40 Recharge. En revanche, parfois on a des petites trépidations, et puis on sent qu'on a un peu plus de mouvement de caisse. Donc c'est un peu plus souple à faible allure, mais c'est pas beaucoup plus confortable, du moins pas à mon goût. Donc cette EQA est compacte, il braque bien, et en plus on a une bonne visibilité, vous voyez, on a des grandes surfaces vitrées, avec le toit ouvrant, ça rajoute de la lumière. On voit bien ce qui se passe dans le rétro central. Et donc je dirais que c'est sans doute un des SUV électriques actuels les plus à l'aise en centre urbain. Allez, une petite route sinueuse, donc on va se mettre en mode sport pour voir ce que ça donne. Ça accélère très très bien, ils annoncent un 0 à 100 en 6 secondes. C'est pas aussi bien qu'un Tesla Model Y ou qu'un Volvo XC40, mais ça suffit amplement. En revanche, vous voyez, là en appui, on sent que la voiture est pas aussi bien équilibrée que ses copines. On a des pneus à flanc haut, c'est les mêmes pneus que sur la version 250, et donc ça s'écrase quand même pas mal en appui. Puis on sent que il n'y a pas la même répartition des masses, on sent qu'il y a un peu plus de poids sur le train avant, voilà. Elle s'appuie davantage sur l'avant. Donc en termes, je dirais, d'agrément de conduite, de dynamisme, cette EQA 350 est pas franchement plus à l'aise que la version 250 et doit se contenter d'un usage, on va dire, pépère, tranquille. Allez, ici, là, personne derrière, prise d'appui, je vais prendre les freins. Alors on a un freinage qui est correct. Maintenant, on n'a pas un super feeling au niveau de la pédale. C'est un peu on-off, ça manque un peu de progressivité et on enclenche assez vite l'ABS. On est proche finalement d'un Volkswagen ID4 GTX. Mais comme le Volkswagen ID4 GTX, on a un véhicule qui est quand même lourd. On est à 2105 kg. Donc en usage urbain, c'est vraiment bien. Mais vous voyez là, quand on est dans le sinueux comme ça, par rapport à un Model Y ou un XC40,
c'est moins dynamique, moins précis à conduire. C'est-à-dire que c'est une version 4 roues motrices qui justifie pas vraiment en termes d'agrément de conduite, qui sera surtout utile pour ceux qui habitent en montagne et qui ont absolument besoin d'avoir une motricité optimale sur le mouillé ou sur la neige. Allez, direction une voie rapide. On va pouvoir tester l'insonorisation et les aides à la conduite. Donc là, vous voyez, encore une fois, on appuie. Ça s'écrase un peu. Par contre, vous voyez, j'ai pas de mal à m'insérer. Tac. On est tout de suite à 110. Donc on a d'excellentes accélérations. On a aussi, bien sûr, d'excellentes reprises pour doubler. Maintenant, la vitesse de pointe reste limitée à 160 km/h, ce qui sera suffisant en France, mais un tantinet limite pour évoluer en Allemagne. Je vais pouvoir mettre le régulateur de vitesse, voilà. Je suis calé, avec lecture des panneaux. Alors, les aides à la conduite sont paramétrables via l'ordinateur de bord. Et je conseille de ne pas le régler trop sensible, parce que sinon, dès que vous allez vous rapprocher d'une ligne blanche, ça va intervenir sur les freins et pas seulement sur la direction. Et ça, c'est quand même très désagréable, ce système qui va intervenir sur l'ESP dès que vous allez vous rapprocher d'une ligne. Alors, à vitesse stabilisée à 110, c'est une voiture qui est silencieuse. Par contre, dès qu'on va arriver à 130, on commence à entendre des bruits d'air au niveau des montants, parce qu'on n'a pas de double vitrage. En termes de consommation, l'ordinateur de bord m'indique 23,4 kWh au 100 de moyenne sur 135 km. Maintenant, si vous faites que de l'autoroute, à 130, vous serez plutôt autour de 25-26 kWh au 100, ce qui est à peu près la consommation d'un Volvo XC40 recharge. Mais là, vous avez un petit peu moins de batterie et surtout des performances beaucoup moins foudroyantes. Donc, au final, si le constructeur annonce une autonomie de 416 km selon les normes WLTP avec cette version AMG Line, il faudra plutôt tabler sur 290 km d'autonomie et 250 sur autoroute. Si cette EQA n'est pas une autoroutière totalement accomplie, en revanche, elle offre le gros avantage de pouvoir tracter jusqu'à 1800 kg. À titre de comparaison, un Tesla Model Y se contente de 1600 kg de capacité de remorquage. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et nous voici au terme de cet essai. Alors, on se recharge sur une borne publique à l'Isle-Adam. Il s'agit d'une borne 22 kW, mais j'ai un chargeur embarqué de 11 kW seulement dans la voiture, ce qui permet de faire un plein à 100% en un peu moins de 6 heures. Si vous allez sur une borne de charge rapide, elle accède jusqu'à 100 kW de puissance maxi, ce qui permettra de faire un plein à 80% en 32 minutes. Reste plus qu'à parler des tarifs. On est à 60 700 € sur cette version AMG Line 350 4MATIC. Et si vous prenez les options de mon modèle d'essai, vous atteignez plus de 66 000 €. Donc c'est un tarif équivalent à celui d'un Tesla Model Y, qui est beaucoup plus grand, qui offre davantage d'autonomie et de meilleures performances. C'est aussi plus cher qu'un Volvo XC40 de 400 chevaux. Donc l'étoile fait payer très cher son prestige, même s'il faut reconnaître qu'en ville, c'est certainement la plus agréable à conduire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur automobileprop.com et je vous dis à très bientôt. Ciao!